Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres, comme il est de coutume les dimanches, pour le journal du dimanche au soir, JDS en abrégé, des activités ou actualités diverses et variées qui sont abordées. Et le premier, c'est le Covid. 1590 cas actifs au Burkina Faso. Les derniers chiffres font craindre. Comment en est-on arrivé à ces pics? Qu'est-ce que la nouvelle variante de la maladie donne comme spécificité? Et sur la question des vaccins, comment se prépare le Burkina Faso? Des réponses que vous aurez dans un entretien dans ce JDS. Et puis autre actualité abordée, cela concerne l'entrepreneuriat avec un nom, Abou Simbel Ouattara, qui quitte son métier, celui de la fonction publique en 86, avec un budget de 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, Mablaou SA, son entreprise, pèse en ce qui concerne l'investissement près de 4 milliards. Un exemple sur lequel nous allons revenir dans la partie économie de ce rendez-vous d'information. Et puis, le dernier sujet qui sera abordé, cela concerne la politique. C'est bien demain l'investiture du président élu, Roch Kaboré. Un regard sera jeté sur le processus électoral en lui-même. 2 993 280 Burkinabés qui ont accepté de participer à ce processus. Quel regard avoir sur cela? C'est dans ce JDS. Encore une fois, merci de nous suivre et ça sera le déroulé de ce rendez-vous. Nous allons commencer sans plus tarder avec la page politique. Et pour cette page politique, quoi de plus normal que de recevoir le chef de desk politique de WattFM et TV, à la personne de Bernard Bougma. Bonsoir Bernard, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. On le disait, hein, c'est demain, quoi qu'on dise, l'investiture du président Roch Kaboré. Un rendez-vous qui est très attendu, puisque les Burkinabés ont été appelés à aller aux urnes pour marquer leur choix. Et il en est sorti avec le score que l'on sait, un peu plus de 7% des voix qui ont été exprimées. Mais parlons justement de ces voix qui ont été exprimées, elles ne sont pas, diront certains, si représentatives si on veut être dans le sens stricto sensu de ce qu'on a comme démocratie, l'expression du peuple. Le Burkina en nombre, c'est bien plus que ça. Vous avez jeté un regard et c'est avec la voix de Jean-Eudes Bambara, c'est dans ce reportage. Après cette élection au Burkina Faso, il urge de s'interroger sur le mode de désignation de nos dirigeants. Un mode dit démocratique, populaire, transparent avec un scrutin crédible. Un exemple à exporter, nous dit-on. Mais disons-nous la vérité, les résultats trahissent l'embellie des chiffres. Déjà en 2015, juste après l'insurrection populaire où le Burkinabé devrait avoir de l'engouement pour les urnes car les yeux étaient ouverts, les choses n'ont pas été reluisantes. En son temps, il y a eu plus de 5 500 000 inscrits pour, tenez-vous bien, 3 300 votants. En définitive, c'est 1 600 169 personnes qui ont élu le président burkinabé. Pour cette année 2020, le nombre d'inscrits, malgré une légère hausse qui a donné 5 900 000 inscrits, c'est 2 900 000 personnes qui se sont rendues aux urnes. Le président Roch Kaboré a donc été élu par 1 652 000 personnes. Alors, comment comprendre que sur une population estimée à 20 millions selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, avec un potentiel d'électeurs d'environ 7 à 10 millions, ce n'est qu'une infime minorité qui désigne celui qui doit présider aux destinées des Burkinabés. Au-delà de toutes les explications sur le manque d'intérêt pour la chose électorale au Burkina Faso, il y a lieu également de s'interroger sur la qualité du modèle démocratique que nous avons. Une autre certitude est que cette situation explique en partie les problèmes que nous vivons sous nos tropiques. Nos présidents sont impopulaires et c'est peu de le dire. Et de cette impopularité viennent les contestations à outrance de leurs décisions et par ricochet l'impopularité de leurs choix. Une telle situation pose également la légitimité du président de la République car 1 600 000 personnes ne peuvent pas faire des choix qui vont refléter les ambitions et les attentes de 20 millions d'habitants. Dans ces conditions, il est illusoire que le président du Faso se targue d'être un président populaire. Démocratiquement élu, oui. Le vote populaire, oui, d'accord, mais président populaire, non, il est impopulaire. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est le système, car il y a toute une économie et une chaîne de valeur autour de la question électorale. Mais il nous faudra réformer conséquemment le système et le rendre moins coûteux. Sinon, s'il faut débourser 100 milliards de francs CFA juste pour ce genre de résultats, ayons le courage d'accepter que ça ne va pas. Courageusement, revoyons le système.
On regarde donc sur ce processus-là et je reviens sur ce plateau pour le premier entretien avec Bernard Bougouma. On a écouté ce reportage qui a porté la voix de Maxime Jean-Eudes de Bambara. Il est un constat qui est implacable, c'est au moins les faits. C'est vrai qu'au départ, la CENI, c'était une prévision de 100 milliards. Après, on est descendu un peu plus, on parlait d'une cinquantaine. Voilà. Et on sait ce que cela demande comme investissement. Et vous regardez, vous dites à la fin, c'est maigre comme résultat, parlant de ceux qui décident d'aller porter leur voix dans les urnes. Oui, c'est très maigre comme résultat. Si je me fie à ceux qui se sont inscrits sur la liste électorale et à l'arrivée, ceux qui sont allés aux urnes et ceux qui ont élu le président. Donc, vous voyez que le texte parle déjà des résultats de 2015. En 2015, il y avait 500 000 inscrits. C'est plus de 500 000 inscrits. Et c'est 300 000 et quelques qui sont allés. Et c'est 1 million qui avaient voté le président. 2020, il y a eu une légère hausse parce qu'il y a les nouveaux électeurs. Donc, on est à 5 900 000 et quelques Burkinabés qui se sont inscrits. Et on a eu 2 900 000 votants qui se sont rendus aux urnes. Donc, et c'est 1 652 000 personnes qui ont élu le président de la République. Donc, vous prenez la population générale totale estimée à 20 millions. Si on enlève ceux qui sont en âge de voter, donc le potentiel électeur, donc la CENI se situe entre 7 et 9 millions. Même si dans le texte, il y a une erreur qui a glissé, qui a dit 10 millions, c'est entre 7 et 9 millions. Et si on a 5 millions d'inscrits, si sur les 5 millions d'inscrits, on avait au moins 4 millions qui avaient voté, on peut se targuer de dire que le compte est bon. On n'a même pas 3 millions, pas 3 millions et demi, 2 900 000 qui se sont rendus aux urnes et 1 600 000 qui élisent le président. Il y a un problème en termes de popularité. Le vote, effectivement, il est populaire parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est démocratique parce que tout le monde est d'accord sur les règles de jeu. Mais à l'arrivée, vous avez un président qui n'est pas populaire, qui souffre de légitimité. Et donc, quand c'est comme ça, il y a de la contestation sur ses choix, il y a des contestations sur ses décisions, parce que ça pose effectivement un problème de légitimité. Et le Burkina n'est pas seul dans une telle situation. Donc, ce qui fait que ça rend difficile le fonctionnement de la chose démocratique parce qu'effectivement c'est une minorité qui désigne quelqu'un qui doit présider ou décider de 20 millions d'habitants. À un moment donné, vous dites, dans ce reportage, on l'entend assez bien, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas la faute du président. Il participe à une compétition dont les règles du jeu sont déjà établies. Donc déjà établies, il participe. Maintenant, lui, sa responsabilité en tant que, parce que Roch-Marc Christian Kabore a deux responsabilités dans ce jeu-là, en tant que président de la République, qui doit travailler à ce qu'il y ait un engouement, mais en tant que candidat, là, ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute comme la faute de Tahirou Barry ou de Zéphiré Diabré ou de Di Kombego ou bien de Kamyeli, non, parce que ce sont des candidats qui participent à une compétition comme match de football. Maintenant, ceux qui doivent réunir des conditions pour qu'il y ait suffisamment de supporters, pour que il y a de l'engouement au niveau des chaînes de télé, donc ceux qui vont suivre le match à la télévision, là ça ne dépend pas des candidats, ça dépend maintenant d'un certain nombre de choses. Donc le Roch-Marc Christian Kabore, en tant que candidat, ce n'est pas de sa faute. Mais en tant que président, qui a un long parcours dans l'histoire politique du Burkina, premier ministre, député, président de l'Assemblée nationale, et président qui rébellote, a quand même également une part de responsabilité aussi. Parce qu'en tant qu'homme politique, il ne peut pas se dérober. Mais en tant que candidat, je dis bien, ce n'est pas de sa faute. S'il souffre de légitimité et de popularité, parce que là, c'est la faute à la machine et aussi à l'engouement pour la chose électorale. Parce que les partis politiques au Burkina ne font pas, comme on appelle ça, l'éducation à la chose politique, à la compréhension des enjeux démocratiques. Cette mission, les partis politiques ne l'assument pas. Ils attendent les votes. Mais ça veut dire que c'est l'échec de cette classe-là dans son entièreté, pas de cette classe politique. Parce que à la fin, le rendez-vous que constitue la consultation électorale, eh bien, c'est celui d'emmener et d'avoir la capacité de convaincre le Burkinabé de façon générale, puisqu'on est au Burkina Faso, à venir exprimer sa voix, ou bien que le Burkinabé ne se sent pas concerné aujourd'hui. Et c'est surprenant aussi, et ce sera aussi ma dernière question, pas la dernière, mais sur cette lancée-là, oui. C'est surprenant que ça arrive après une insurrection. On se dit, les gens doivent adhérer à la machine. C'est là la grosse déception. 2015, pour nous, il allait avoir un engouement. 2015, on avait quoi? 5 500 000 inscrits, donc plus de 5 500 000 inscrits. À l'arrivée, on a 3 millions, plus de 3 millions qui se sont présentés. Et puis bon, le président est élu avec 1,6 million. Même là, je pense qu'on pouvait faire mieux. Sur les 5 500 000
qui s'étaient inscrits. J'ai dit, on avait eu 4 millions. 4 millions et demi même, ça va, mais on ne l'a même pas. On n'a même pas la moitié. Donc, il y a un problème en termes de légitimité, effectivement, qui se pose. Donc, je pense que le problème, il est beaucoup plus ailleurs. Certains ne venaient pas aux urnes parce qu'ils se disaient que ça n'allait pas changer. Blaise est là, il est inamovible. Mais même pendant la transition, il y a eu un désintérêt. Les organisations de la société civile étaient obligées de lancer une campagne à outrance intitulée « Après ma révolte, mon vote », pour appeler les uns les autres à s'enrôler. Parce que la responsabilité de la société civile, elle est très grande. Elle fait de la veille citoyenne, elle sensibilise, mais l'éducation à la chose démocratique, à la valeur de l'élection, ce travail n'arrive que pendant le processus électoral. Et il y a beaucoup d'argent qui vient, et beaucoup de travail et de projets exécutés en 3 mois, juste avant les élections, pour qu'il y ait de l'engouement. C'est trop tard. Les gens ne se sont pas inscrits, il n'y a pas d'intérêt, et on attend encore 5 ans pour recommencer la même chose. Il faut revoir la machine, et c'est ce que nous disons. Évidemment, mais quand on regarde, ce n'est pas seulement du fait de Burkinabé de l'intérieur, parce que cette fois-ci, il y a eu ce combat qui a été mené pour qu'il y ait une diaspora qui puisse participer à ce processus-là. On écoutait la CENI au départ, 4 millions en termes de projection pour ce qui est de l'enrôlement, 2 millions seulement pour ce qui est de la partie Côte d'Ivoire, et puis après l'enrôlement, on se retrouve avec un chiffre qui est d'une maigreur à faire pâlir, moins de 15 000 personnes. Là aussi, c'est le processus, c'est le système. Parce que pas un pays comme le Canada, où, selon les informations, le bureau du vote, il est à Ottawa, alors que la plus forte communauté burkinabé est à Montréal. Donc pour quelqu'un qui est allé d'abord se chercher, comme on le dit, qui est en aventure ou qui est là-bas pour les études, sa priorité est ailleurs, c'est la survie. Dépenser pour faire de longs kilomètres, sacrifier une journée de travail, venir pour s'enrôler et repartir, refaire le même chemin pour la chose démocratique, alors que, je dis bien, la décision du chef de l'État n'influe pas forcément sur lui. Dès que la décision est prise, il n'y a pas d'engouement. Si aujourd'hui, le gouvernement décide d'augmenter les prix des hydrocarbures, Monsieur Vaha, dès que je descends et je dois passer à la pompe, ça joue sur moi, ça ne joue pas sur lui. S'il y a baisse, ça joue sur moi, ça ne joue pas sur lui. Lui, c'est vrai qu'il a de la famille qui vient, mais les premières décisions ne le concernent pas forcément au même degré que moi. C'est vrai qu'il contribue pour des gens qui sont ici, qui peuvent effectivement, ça peut lui demander suffisamment d'argent, mais en termes de contraintes, ce n'est pas les mêmes obligations que moi. Et donc, pour qu'un tel monsieur puisse s'intéresser, il faut se rapprocher davantage de lui. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Pour des gens qui sont dans les plantations, j'ai dit bien, une journée de travail, certains pour aller s'enrôler, revenir et refaire le même trajet pour aller voter, puis se demandent à la fin, qu'est-ce que ça m'apporte? Il y a une question à poser. Donc, le travail de rapprochement de l'électeur de la diaspora, le travail n'a pas été suffisamment fait. Tout porte à croire que ça a été fait seulement juste pour faire, pour qu'on dise que la diaspora a voté. Mais est-ce que réellement on a voulu mettre les moyens pour rapprocher le citoyen du bureau de vote? Je pense aussi qu'il y a un calcul qui se cache derrière et les uns et les autres n'en ont pas voulu. On s'est caché derrière un argument pour dire c'est patriotique, si ça vous intéresse, faites des efforts. Oui, faites des efforts, mais n'oublions pas aussi que pour le citoyen, il y a un. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on a besoin forcément de ce modèle, non seulement qui est coûteux, mais dont les résultats ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et puis, à la fin du reportage qu'on nous a proposé avec la voix de Maxime Jean-Eudes Bambara, il y a des éléments qui sont quand même assez intéressants. C'est la question du coût de ces élections-là. Parce que lorsqu'à la fin, on dit qu'on n'est pas forcément si satisfait que ça, il faut regarder aussi les moyens qu'on y met. Tout à fait. On va croissant. Moi, j'ai fait quelques petites recherches. Je retrouve qu'en 2010, ça c'est selon les chiffres qui nous sont partagés par la Commission électorale nationale indépendante elle-même dans son rapport public. En 2010, les élections elles coûtent combien? 14 189 795 103 francs CFA. En 2012, vous êtes à 35 231 840. Voilà, 35 231 848 460 francs. En 2015, vous êtes à 35 387 537 157 francs. Et puis on est en 2020 avec la prévision de 100 milliards au départ, avec les ajustements qui nous ont amené à quoi, 54, 57 milliards de francs CFA, donc c'est en train de grimper. Et il y a le CIFWeb qui avait fait une rencontre qui était assez intéressante pour mener la réflexion sur comment essayer de résorber et contenir un peu
ce qu'on a comme dépense, comme budget pour ce qui est de ces élections. Et puis on se rappelle aussi que la CENI, avec son président, avait proposé un genre de rapprochement avec certaines données, ONI et tout, qui pourrait permettre des économies de 20 milliards de francs. Mais les acteurs politiques n'en ont pas voulu parce qu'ils avaient peu confiance en la dynamique. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer de dépenser autant pour avoir des Burkinabés qui ne se sentent pas concernés? Justement, quand vous regardez les résultats, vous dites, mais tout ça pour ça. Donc vous avez, effectivement, il y a un coût. Il faut subventionner même les candidats. Quelqu'un qui parle d'une compétition, vous lui donnez les moyens pour aller à la compétition. La subvention d'abord nous coûte cher. La confection des cartes électeurs, qui ne sont valables que pour 5 ans. Et après qu'on perd, où il faut refaire? Il faut d'abord faire des investissements structurels qui va permettre d'avoir une carte d'identité unique, donc la CNIB, qui permet d'ailleurs de faire toutes nos opérations bancaires et toutes nos opérations, c'est avec la CNIB. Pourquoi pendant les élections, il faut trouver une autre carte pour les élections? Non. Donc une autre carte. Donc la CNIB, donc d'abord la carte d'identité unique, croisée. Donc en ce moment, ça va demander des investissements structurels, beaucoup d'argent au départ, mais à l'arrivée, on économise. Moi, ma CNIB est valable pour 10 ans. Ça me fait 2 élections. La carte d'électeur, après c'est expiré, il faut refaire et puis il faut faire la maintenance des machines qui sont devenues obsolètes. L'informatique, il faut à tout moment réajuster, il y a un problème. Donc, faire des investissements structurels de sorte à ce qu'on arrive à réduire les coûts. Plafonner également les dépenses pour les campagnes, pour effectivement par rapport aux questions d'achat de conscience, de corruption électorale, pour garantir une saine compétition. Maintenant, si on n'est pas à ce niveau, on va toujours se défoncer. Beaucoup d'argent qui vont être donnés par l'extérieur. Donc l'extérieur qui participe grandement du choix de nos dirigeants. Et après, nous crions que l'extérieur a mis sa bouche dans nos affaires internes. Il y a un problème. Mais c'est elle qui a donné l'argent pour élire le dirigeant. Pourquoi l'extérieur, la communauté internationale ne va pas regarder? La RDC a financé ses élections. Il y a moins de bruit. Pas parfait, mais oui, c'est son élection. Mais nous, c'est l'extérieur d'ailleurs qui organise les élections. Donc, même pour les résultats, le système VESAT, c'est l'Union européenne qui a pratiquement tout donné. Donc, en ce moment, la question de la souveraineté du peuple, de la légitimité du président et sa capacité à pouvoir regarder ses pairs de l'autre côté pour dire un certain nombre de vérités, va poser véritablement un problème. Parce qu'on vous dit, souvenez-vous, il y a des élections qui arrivent. Parce que la CENI a fini la présidentielle et les législatives, mais elle attend parce qu'en mai prochain, en mai 2021, il y a les municipales. Il faut encore casquer. Qui va financer? C'est cela. C'est encore les mêmes partenaires qui vont donner de l'argent et ça va encore engloutir de l'argent pour les mêmes maigres participations, même quand c'est des élections locales. Donc il y a nécessité effectivement de revoir la machine pour garantir une certaine compétition, pour faire en sorte qu'il y ait de l'engouement, mais aussi pour que les élections soient moins coûteuses que ce que nous avons. Vous faites bien de le dire, parce que les partenaires techniques et financiers, on parlait de quoi, 12 milliards en gros. Le budget de l'État même, c'est 64% qui était pris, mais il y avait un gap de 7 milliards si ma mémoire est bonne. Et il y a l'Assemblée nationale qui a encore statué là-dessus. Donc ça veut dire que c'est quand même de gros sous. Mais tout à l'heure, j'ouvrais une brèche sur la question de la CENI qui tentait aussi de proposer des éléments, mais qui n'avait pas l'assentiment aussi des acteurs politiques parce qu'il y a un problème de confiance. Est-ce que ça aussi, ça ne pose pas quand même des questions véritables? On n'a pas envie de fonctionner avec les moyens de son époque et de l'ère dans laquelle nous sommes. Les jumelages avec les données d'un office national d'identification, ça devrait être naturel. Tout à fait, ça devait être naturel. C'est aussi le paradoxe des Burkinabés. Vous voulez que des gens travaillent, des résultats, des réformes, mais ils ne sont pas prêts au changement. Sinon, c'est que Newton Ahmed Bahri et son équipe, la proposition qui a été faite par Newton Ahmed Bahri et son équipe, c'était une belle proposition. On aurait pu avoir le courage de dire tentons. Ça peut ne pas marcher comme il se doit, mais les Anglais disent learning by doing. Donc, il faut on rectifie le tir en y allant. Mais on n'a même pas voulu. Conséquence, qu'est-ce qu'on fait? On demande à un auditeur international, qu'est l'OIF, de venir certifier. Quand l'auditeur est venu, ce sont les mêmes propositions, les mêmes recommandations pour rejoindre ce que Newton Ahmed Bahri a proposé au départ pour diminuer le coût des élections, pour faire ceci, pour faire cela, alors que ça a été pensé, ça a été réfléchi et déposé. Et même mieux, des réflexions avaient été faites pour introduire effectivement
des modules de formation sur la chose électorale pour encadrer les cadres du Burkina Faso dans le processus électoral même à l'ENAM. Ça a été relégué aux oubliettes. Donc tout porte à croire que le politique n'est même pas prêt pour que ça change. Mais comme je l'ai dit, il y a une économie derrière la chose électorale. Les organisations de la société civile trouvent de l'argent pour sensibiliser à 2 mois des élections. Ça ne sert même plus, puisque ceux qui vont voter ont déjà leur carte, ceux qui ne vont pas voter n'ont même pas la carte. Et ensuite, les autres enjeux, si on diminue les coûts, il y a des gens qu'on va laisser sur le carreau. Ceux qui vont faire la sensibilisation pour dire d'aller prendre la carte électorale, là, c'est fini ça. Puisque c'est sur la CNDB, c'est quelle sensibilisation pour aller prendre quelle carte électorale? C'est le jour maintenant des élections que librement. Parce que la CNDB, je suis d'accord que la CNDB ne garantit pas de l'engouement. Mais ça va réduire le coût. Parce que j'ai pu avoir la CNDB, donc électeur de droit et de fait. Mais le jour des élections, je peux ne pas aller aux élections. Ça ne veut pas dire qu'avec la CNDB, on aura l'engouement pour les urnes, parce que la liberté est un principe consacré par rapport au vote. Il est libre, mais en même temps, l'avantage, c'est que quand même, il n'y aura pas de machines à commander, des opérateurs de kits à dépêcher pour payer cher, du matériel à sécuriser dans une localité, des groupes électrogènes à payer, des gens à déplacer et à payer pour aller confectionner des cartes qui ne vont servir que pour 5 ans. Au moins ça, c'est beaucoup d'argent qu'on aurait économisé en prenant la CNDB, ne serait-ce que ça. Un regard qu'on voulait partager, puisque c'est demain que le président sera investi, une actualité au cœur de laquelle se trouvera toujours TruTV. Et nous allons donc passer à une autre page de ce rendez-vous JDS Journal du dimanche au soir, et c'est la page Société. Et dans cette page société, nous allons parler d'un métier, c'est le massage. Il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'on est un peu partagé au regard de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux entre professionnalisme et un genre de prostitution déguisée. Qu'est-ce qu'il en est? Nous entrons dans cet univers avec notre reporter, c'est Sanata Siré. Le massage. Thérapie qui vise le bien-être des personnes grâce à des mouvements de main sur les tissus vivants du corps. Une activité aujourd'hui victime des préjugés à cause de la mauvaise publicité que font certains de ce corps de métier sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, le massage serait un alibi pour cacher une activité de moralité douteuse, à savoir la prostitution. Quand vous voyez des publicités par exemple sur Facebook qui disent que des massages corps à corps, c'est faux, il n'y a pas des massages corps à corps, c'est... Bon, c'est vraiment bon, c'est de la prostitution, comment dire, de la prostitution cachée au fait. Même les filles qui sont au bord du goudron les soirs, elles disent toujours massage, massage. Donc déjà le nom du massage est vu autrement. Donc, nous on appelle massothérapie et les gens quand ils viennent, ils demandent toujours mais pourquoi massothérapie? Je les dis toujours, c'est parce que le massage et la massothérapie c'est un peu différent parce que la massothérapie c'est soigner quelqu'un qui est dans le besoin, qui est fatigué, qui est stressé. Malgré cette mauvaise image qui lui colle à la peau, le massage est une activité à part entière qui fait vivre des milliers de personnes. Un métier au vrai sens du terme. Et des anecdotes sur des propositions malsaines n'en manquent pas. Bon, je vais prendre le cas d'un tonton qui est venu une fois et pour un massage de 1h30. Et on a commencé le massage et bon, on a commencé à causer et bon voilà, la proposition est sortie et je lui ai dit que non, que je ne fais pas ce genre de massage. Et il a insisté et j'ai refusé. Il m'a même proposé son chéquier déjà signé et de mettre le montant que je veux. Et je lui ai dit que non, moi, je ne peux pas dire que l'argent ne m'intéresse pas dans mon travail. L'argent m'intéresse, mais mon travail d'abord. On a eu plusieurs fois des hommes qui sont venus. Ouais, même on s'est fait presque agresser. Bon, mais on est toujours nombreuses. Donc, la personne pensait qu'à la fin du massage, bon, il allait avoir autre chose. Et puis, quand on a fini le massage, il dit, mais c'est pas tout, puisque vous avez dit massage du corps. Je dis oui, mais il dit, mais on n'a pas massé mes parties intimes. Je dis non, on ne fait pas ça. Un blanc qui est venu, bon, il dit, ah, cette fille, elle est belle, elle est en forme. Donc, quand on est rentré en salle, je l'ai massé bien, tout s'est bien passé. Après, il me dit, ah,
ma chérie, c'est pas fini. J'ai dit, ah bon. Et l'affaire là, il dit non. J'ai dit ici, non, on ne le fait pas. C'est ce genre de choses. Une fois que tu le fais avec un client, tu as l'habitude de prendre de l'argent. Demain, tu vas le faire. Si à l'Institut Rose Beauty, les locaux sont connus et ouverts au public, ici, à l'univers du bien-être, on mise beaucoup sur la discrétion. Situé dans le quartier tram d'accueil de Ouagadougou, à quelques encablures du camp Babassi, ce salon offre tout type de massages, notamment des massages relaxants, tonifiants, suédois, californiens et traditionnels, mais surtout dans la discrétion. Discrétion, parce que de nos jours, les femmes là, elles sont trop jalouses. Or que non, ce domaine-là, il faut l'apprendre. Il y a des gens qui disent, ah, mon mari, il ne faut pas y aller ci, il ne faut pas y aller ça. Quand il voit la voiture, il dit, ah, j'ai vu ta voiture déposée là. Or que non, le monsieur, quand on leur dit, non, il faut apprendre, elles ne le font pas. Or que c'est des trucs qu'il faut apprendre pour prendre soin de ton mari. Voilà, c'est pas que c'est du n'importe quoi, mais il a besoin vraiment de la santé. Parce que le massage, on peut dire que c'est la santé. Donc, c'est pour ça que je dis la discrétion. Il y a des gens qui préfèrent comme ça. À la question de savoir si ces pubs sur les réseaux sociaux n'impactent pas négativement leur métier, la réponse de nos masseuses professionnelles est plutôt surprenante. Quelque part, c'est une bonne publicité. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait venir même les gens, parce qu'ils pensent qu'en venant, comme ils voient ces choses sur les pages Facebook, quand ils viennent, ils font des propositions. Voilà, ils font des plus qui se disent que non, peut-être, bon, si j'ai vu ça dans tel coin, pourquoi pas ici? Et puis les gens sont curieux. Si il s'est fait masser de l'autre côté et puis ça a été fait comme il voulait et qu'il apprend qu'il y a un autre coin, il veut venir essayer aussi pour voir. Donc il vient nous faire des propositions. En tout cas, ça nous permet d'avoir des clients, mais c'est des clients de un jour. Il y a des gens qui appellent même au téléphone, ils ont de ces termes qu'on ne comprend pas. Il y a d'autres qui disent massage corps à corps, massage avec finition, on entend tout. Il y a d'autres même qui viennent, puis ils demandent est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose, et quand on dit non, ils repartent. Ici, à l'univers du bien-être, le massage est tout autre. Jamila Sawadogo nous explique donc comment se déroule une séance de massage. Bon, d'abord, quand un client vient, on accueille la personne, on cause avec lui. Voilà, il a quel souci, il a quel problème. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent avec des douleurs, voilà, au dos, la fatigue musculaire. Voilà, il y a des gens aussi qui veulent la détente, juste la relaxation. On les laisse 5 minutes pour que la personne se détend. Nous, on sort, on se met en tenue de travail. Leurs clients sont essentiellement des hommes et les prix varient de 15 000 à 30 000 francs CFA. Selon ces masseuses, le massage, en plus d'être un métier tout comme les autres, est pour elles une passion. C'est un métier que certains ont appris de leurs parents, mais aussi dans des écoles professionnelles. Une masseuse n'est pas forcément une fille de joie, disent-elles. Elles invitent alors les gens à venir découvrir les bienfaits du massage. Un beau reportage signé Salata Siré. On revient donc sur ce plateau. J'ai toujours Bernard Bougma qui est à ma gauche. Et puis il y a David Nana qui vient de me rejoindre. Bonsoir David et merci d'être avec nous. Merci, bonsoir Geoffroy. Visage politique et analyste économique plutôt, visage économique. On va aborder la question de l'économie tout à l'heure. Mais avant, on est dans le sujet société. D'accord. Vous avez l'habitude des salons de massage? Moi, en tout cas, je découvrais aussi un très très beau reportage d'ailleurs qui touche quand même un sujet aussi qui parfois me taraude l'esprit quand je vois ça dans les réseaux sociaux et ouais. C'est vraiment une très belle initiative. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je pratique pas le massage, je connais pas. Vous n'avez pas, ne sentez pas quelquefois l'envie de bien vous faire masser et tout, à part des professionnels, hein, je veux dire. Non, j'ai pas encore eu ce besoin-là. Ah d'accord. Bernard? Bon, en réalité, ce n'est pas dans notre culture. Hein. C'est rare qu'on parle de massage chez nous. Chez nous, on connaît quand vous êtes, le pied est déplacé, un rebouteur, on dit déplacé d'ailleurs, trouver un rebouteur ou quelqu'un qui tire pour remettre en ordre. Maintenant on est fatigué, il faut se masser. C'est rare sous le tropique. Donc pas dans la culture, pas que dans la culture africaine, il n'y en a pas. Donc, mais sous le tropique au Burkina, c'est rare. Donc c'est également un phénomène quand même qui est nouveau, les salons de beauté, les salons d'esthétique qui joignent ça. Mais maintenant, il y a une autre pratique qui est en train de développer, qui est en train d'ailleurs de salir effectivement, alors que le massage par excellence est quelque chose de très bien. Les sportifs ont des masseurs professionnels et qui sont là pour effectivement aider. Mais ici, ça a pris d'autres tournures. Et donc, alors qu'il y a plusieurs types de massages thérapeutiques, relaxants et tout, mais bon, aujourd'hui, ouais, mais
pour répondre également à votre question, franchement, je ne suis pas un habitué de... pas un habitué. Oui, quoique je confesse que je m'y connais un peu en massage. En massage. Oui, ça, vous l'avez appris sur le tas? Oui, au lycée, j'ai eu un ami à qui ses parents ont appris à masser et qui massait ses parents. Ils l'ont appris à masser. Il m'a dit, écoute, on joue au ballon. Et donc, un jour, j'ai eu des douleurs musculaires. Il dit, viens, je vais te masser. J'ai dit, c'est quoi ça? Donc il dit non, couche-toi. Et puis bon, il m'a appris. Et c'est pas comme ça, il s'appelle Denis. L'enseignant actuellement, je peux donner son nom. C'est celui qui se reconnaîtra. Et c'est lui qui m'a appris à masser. Donc je sais effectivement masser. Ça, je ne vais pas le basique, quoi. Voilà. Le basique, mais de temps en temps, vous massez. Oui, je masse de temps en temps. D'accord. Mais personnellement, mes enfants et puis mes proches, s'ils en ont besoin, moi je parce qu'on m'a montré comment est-ce que ça se fait. Effectivement, c'est bien pour le corps, mais il y en a qui ont utilisé ça pour faire autre chose. Et ça, effectivement. Évidemment, ça ressort d'ailleurs dans le reportage. Vous savez, il y a des métiers qui sont nobles, peut-être pas connus, mais il y en a qui arrivent à tirer dans leur pitance et qui ont l'amour de ce métier-là. On a vu des dames qui sont bien organisées, qui ont leur enceinte, une enseigne, tout ce qu'il y a de propre, on dira comme ça, de clair. Et il y a aussi comment dire cela, le demandeur de service qui vient quelquefois avec autre chose dans la tête. Et ça, c'est une réalité. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on vous met des photos de femmes, quand vous regardez, à l'apparence, c'est même pas d'ici. Mais on a l'impression que c'est autre chose. Ça devient difficile quand même. D'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas mauvais en tant que tel, hein, parce que c'est le regard de la société, comme il a si bien dit. Déjà, tout de suite, quand vous me demandiez si je connais, déjà, il y a de la gêne déjà qui s'installe. Vous dites que le demandeur, il offre, mais je vais reprendre cette citation de Jean-Baptiste Say qui dit parfois aussi l'offre crée sa propre demande. C'est parce que effectivement, il y a des personnes aussi qui, derrière cette activité de massage, ils font autre chose. Ça, c'est un fait. C'est là. On voit. Et puis, quand on parle de massage, le plus souvent, le visuel qu'on prend pour parler de ce massage-là, on sait c'est quoi. C'est des filles, excusez-moi de l'expression, mais attirantes, entre griffes, qu'on met à moitié nues sur les réseaux sociaux pour dire, bon, on a un salon de massage, ça et là. Donc, je veux dire, c'est le regard. Et quelque chose qui m'a frappé aussi dans le reportage, vous voyez une partie, vous êtes chez une masseuse qui vous dit, on garde la discrétion. Donc, il n'y a pas d'insigne, il n'y a pas de visuel. Donc, c'est la demande du client. Donc, du coup, on a mis un mystère autour du métier, si bien que ça devient gênant de dire que je vais me masser, par exemple. C'est pas culturel comme il a dit chez nous. Oui, c'est vraiment gênant. Ça, je partage l'avis de David. Quand quelqu'un vous dit que j'étais dans un salon de massage, c'est gênant. Je connais un ami qui est dans une entreprise minière qui paye pour les massages parce qu'il y a beaucoup de stress. Donc, pour l'aider à déstresser, c'est l'entreprise qui paye et c'est un salon professionnel qui s'en occupe et c'est professionnel. Mais il dit, non, il n'y va pas. Pour éviter les problèmes, lui, il n'y va pas. Il voit problème déjà. Donc, ça veut dire que le regard, on n'est pas habitué. J'ai dit bien, on n'est pas habitué. Donc, quand on parle de massage, ce qui vient dans la tête en premier, ce n'est pas quelqu'un qui sort pour qu'on l'aide à déstresser ou bien pour que les douleurs finissent. Non, il y a une autre idée, effectivement, derrière la tête. Donc, c'est en même temps nouveau de la publicité au niveau du Burkina, parce qu'il y en a qui le faisaient effectivement dans la discrétion, mais le mythe, il y a tout un mythe dirait effectivement le massage. Alors qu'ailleurs, dans la société orientale par excellence, ce n'est pas un problème. Et même dans nos sociétés africaines, oui, et dans le massage, ça existe. On a de vieilles masseuses pour peu que vous ayez une entorse ou quelque chose de ce genre. Fait, oui. Elle est connue dans le quartier. C'est vraiment sa chose. Oui, c'est du thérapeutique. Thérapeutique. Maintenant, c'est le relaxant, le déstressant que nous ne connaissons pas. Ou du moins qu'on pratique très rarement. Sinon, le massage thérapeutique, il existe chez nous. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est culturel, mais c'est en son aspect commercial que ça pose problème. Sinon, à la maison, monsieur, madame, on se rend ce service parfois. Entre enfants, comme il l'a dit, entre frères, on se rend ce service parfois. Mais quand ça devient commercial, parce que comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a réellement aussi, il y a eu des personnes qui se sont lancés dans cette activité de massage là pour autre chose. Donc du coup, c'est ce regard là qui reste là et malheureusement, parfois celles qui font bien ce travail ou ceux qui le font honnêtement sont pris aussi pour ceux qui le font malhonnêtement. Donc du coup, il y a un amalgame à ce niveau. Évidemment, et on a voulu fourrer notre nez dedans avec Sanata Siré sur beau reportage qu'elle nous a proposé. C'était la petite virgule société qu'on avait voulu se permettre dans ce JDS, journal du dimanche au soir. On vous a David Nana et c'est après ce carton qu'on va parler. C'est maintenant.
Économie, on en parle donc avec David. Vous êtes chaque dimanche soir ici pour nous présenter un certain nombre d'éléments que vous avez déjà concoctés. On était dans la Noël, je sais que vous allez en parler, et puis beaucoup d'autres éléments. N'est-ce pas? Vous avez déjà commencé à parler économie tout de suite quand j'écoutais Bernard parler, n'est-ce pas, de ces chiffres-là en ce qui concerne les élections, les dépenses qu'on fait. Donc déjà, vous avez commencé à parler d'économie. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout cette fête de Noël qui se déroule dans un contexte assez particulier, un contexte de Covid-19. Donc je me suis amusé à faire quelques recherches et à me rendre compte que autant c'est un business, mais parfois aussi sous nos cieux, notamment avec nos économies, ça devient un peu compliqué pour nos commerçants qui vendent tous ces accessoires autour de la fête de Noël, parce que comme vous le savez, les frontières étant fermées, toutes choses égales par ailleurs, il va sans dire que les prix vont monter. Donc du coup également des activités, on a vu aussi avec une certaine austérité par rapport à certains emplois. Donc du coup, il y a une légère baisse quand même en ce qui concerne le chiffre d'affaires pour ces derniers-là. Ce qui est tout à fait le contraire des pays comme des grandes consommations comme les États-Unis, où les maisons de décoration ont été tellement sollicitées, à ce qu'on dit depuis plus de 20 ans maintenant, c'est la première fois qu'à la Noël, ces maisons de décoration-là sont sollicitées autant. En moyenne, ils avaient 20 clients pour la fête de Noël, mais pour cette année, contexte Covid-19 oblige, ils se retrouvent avec 80 voire 100 personnes dont il faut s'en occuper pour les décorations de la fête de Noël. Donc je dis que c'est aussi, ça peut être mauvais pour l'économie, mais ça peut être aussi une opportunité. Et déjà, moi je dis que c'est une opportunité, mais pour les visionnaires, c'est les visionnaires qui vont s'en sortir. On voit le Canada qui déjà pense à l'après-Covid, donc qui lance un plan de 3 ans qui va consister à favoriser la migration vers le Canada. Donc 3 ans, on va accepter des immigrants qui viennent à hauteur de 1% de sa population. Ça, c'est pour relancer son économie déjà que le gouvernement canadien prend ces dispositions-là, parce qu'on sait qu'après Covid, dans tous les cas, ça va passer, comme on dit, comme dirait l'autre. Et quand ça va passer, il faut repenser à l'économie, il faut penser à se relancer. Donc déjà, les pays comme le Canada sont en avance. Et toujours dans cette même veine, je parle toujours d'opportunités et puis également des conséquences néfastes du Covid. Mais en même temps, il y a cette 3e édition du Financial Afrique Awards, une journée au cours de laquelle on a assisté à des panels très intéressants. Et moi, il y a un panel qui m'a le tout premier d'ailleurs de cette journée-là, c'est le thème qui s'intitule Covid-19, catalyseur de la 4e révolution industrielle. Vous le savez, on a 3 révolutions industrielles communément connues dans le monde. On parle de la première qui intervient à la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni, la seconde qui intervient à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, et puis la 3e qui intervient à la 3e aux États-Unis, et puis à la fin du XXe siècle. Et donc probablement la 4e révolution industrielle peut venir de cette situation de Covid-19 là. Et on a vu des intervenants de grandes factures, notamment le gouverneur de la BCAO qui intervient lors de ce panel. On a également l'ancien premier ministre du Bénin, Zinsou, qui intervient aussi là-bas, de grandes factures, de grands économistes qui interviennent au cours de cette 3e édition qui s'est tenue donc le 18 décembre à Dakar. Et puis pour terminer avec ça, c'est la bonne nouvelle, c'est un coup de cœur pour notre compatriote. La semaine passée, on a fait des coups de cœur. C'est vrai qu'on avait un compatriote là-dedans, mais cette 3e édition de Financial Awards a attribué un prix de meilleur PDG à notre compatriote Idrissa Nassa. Idrissa Nassa qui, comme vous le savez, à travers son groupe, c'est un leadership qui va au-delà de nos frontières. À ce que révèlent les chiffres, son groupe Coris Bank seul mobilise 58% des montants mobilisés par l'UEMOA. Donc c'est déjà grand chose, et ce leadership-là est reconnu par les Financial Afrique Awards, qui, je rappelle, est une initiative du magazine Financial Afrique, qui est multi-service en termes de médias, donc qui organise chaque année cette édition-là. Et pour la 3e édition, Idrissa Nassa a reconnu meilleur PDG de l'année, si vous le voulez bien. On va dire un très bel exemple. Très bel exemple. Vous avez voulu. C'est un modèle, c'est encourageant, c'est des figures à suivre, et parce que il fait partie désormais donc des 100 influenceurs, selon donc cette cérémonie-là. Il fait partie des 100 influenceurs qui au quotidien travaillent pour le développement de l'Afrique. Et au passage, ça fait plaisir de savoir que c'est un homme burkinabé qui est reconnu comme meilleur PDG pour l'année, et c'est un coup de cœur.
Évidemment. Et moi, j'ai un autre coup de cœur, mais je vais vous le proposer en reportage. D'accord. C'est un nom, il s'appelle Abou Simbel Ouattara. En 86, c'est un monsieur qui était directeur régional au sein de l'Office national des céréales, ONACER, comme on l'appelait avant, et il décide de quitter son métier. Il quitte son métier pour se lancer dans l'aviculture, un métier qu'il aime bien. Il commence avec 2 millions de francs CFA, 500 poules en gros, et puis on le retrouve, il n'y a pas si longtemps, avec, en termes d'investissement, 4 milliards qu'il pèse. Et vous tenez bien, c'est 200 000 pondeuses par jour. Regardez bien ce qui est en train de se passer, 180 000 œufs par jour. Vous savez, en matière d'offres, pour ce qui est de notre espace, c'est quelque chose de considérable. Pour moi, c'est un grand exemple d'entrepreneur, comme vous en parliez tout à l'heure pour le cas de NASA. C'est un exemple donc, de reconversion, d'engagement et d'entrepreneuriat. C'est dans cet élément. Abou Simbel Ouattara était un salarié de... Son histoire est atypique, son courage et son abnégation un modèle de combativité et d'exemplarité dans le monde de l'entrepreneuriat. Abou Simbel Ouattara, alors fonctionnaire de l'État, démissionne de son poste de directeur régional de l'Office national des céréales après 11 ans de service pour se lancer dans l'élevage de la volaille, plus précisément des poulets. Une folie pour certaines de ses connaissances, mais pour l'entrepreneur, c'est le début d'une révolution. Cette révolution commence en 87, des retours de son voyage d'études en Belgique. Alors la différence de développement entre la Belgique, disons entre l'Occident et notre pays, était si criarde que ça m'a révolté dans le sens que je me sentais inutile à contribuer en l'état au développement de mon pays. Le jour où moi j'ai démissionné pour faire ça, même dans ma famille, il y en a qui m'ont traité de fou. Quitter une activité de salarié de l'État, de responsable régional, pour venir élever des poules, il faut avoir perdu quelque chose dans la tête. Oui, de la folie, il en a fallu, une folie qui suscite aujourd'hui l'admiration et qui fait rêver plus d'un. Cette folie a depuis plus d'une trentaine d'années un visage et un nom. Et c'est la ferme Mouablao, située à Nambé, un village du département de Koubri, à quelques 25 km de Ouagadougou. Plus qu'une simple entreprise, cette ferme est un véritable complexe avicole ultra-moderne. J'ai commencé, après une petite étude de marché, j'ai commencé modestement avec 500 pondeuses. Et Mouablao, ça ne s'est pas fait comme vous le voyez aujourd'hui. Il a fallu des étapes. Disons, au niveau juridique, on est allé donc de l'informel à l'individuel, à la SARL. Aujourd'hui, nous sommes en SA depuis 2006. Mais au niveau professionnel, nous sommes allés de l'élevage artisanal avec les animaux au sol. Nous avons passé par le caillebotis. Nous avons passé ensuite par d'autres systèmes qui ont donné moins de résultats. Et depuis 2003, nous sommes passés au système industriel. L'accès à ce complexe industriel est soumis au strict respect des mesures d'hygiène afin de réduire au maximum les risques d'infection des poules. En plus de la production d'œufs, de la fiente et des poules, à la ferme Mouablao, c'est aussi une unité de production d'aliments de volailles et une boutique de vente. Présentement, la production, on est à 4000 et quelques plateaux et on arrive à écouler tout par jour. Voilà, les jours de vente et les jours de grossiste, nous arrivons à écouler ça. Au niveau de la qualité, nous sommes très satisfaits parce qu'il y a des moments, le coquillage est faible, il y a des œufs et ça ne dure pas avec la chaleur, tout autour. Mais ici à Mouablao, la durée que nous pouvons avoir ici sans craindre, c'est à partir de la 4e semaine, nous pouvons toujours vendre nos œufs, quelle que soit la température. Quand on regarde les œufs, on sait que c'est joli. C'est des œufs de qualité. Le jaune de ces œufs est différent des autres œufs. Aujourd'hui, j'ai eu que 130 plaquettes. J'ai pris 100 plaquettes avec d'autres femmes pour compléter.
Au-delà de l'histoire, Moablao SA, c'est surtout des chiffres concrets avec 200 000 poules pondeuses, 150 000 à 180 000 œufs et 25 tonnes d'aliments pour volailles et bétail produits par jour. Ce sont également 100 emplois directs et 1200 emplois indirects et un chiffre d'affaires qui varie entre 2 et 4 milliards de francs CFA selon le promoteur. Un bel exemple, je vous avais promis. Et ça se laisse regarder et ça enseigne. Ça, c'est très important. Au départ, je le disais, c'est quand même un directeur régional. Pour beaucoup, bon, on se contente de ce qu'on a. On se dit que bon, on est cadre dans l'administration, ça va. Mais il y a sa passion. Il décide un jour, comme ça, de tout claquer, 2 millions en prêt. Et puis, on commence avec 500 poules. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Et il y a le sérieux qu'il faut mettre dedans parce qu'il parlait de l'encadrement juridique et un certain nombre d'autres éléments. Ça inspire. Oui. Vous savez, quand on fait la promotion de l'entrepreneuriat, je dis très souvent, en même temps, quand on parle d'entrepreneuriat, on demande à tout le monde d'y aller, mais il faut se mettre une chose en tête, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Vous imaginez un seul instant où tout le monde était dans l'entrepreneuriat, et ce ne serait pas favorable. Donc, j'aime bien cette parole qui dit qu'il faut parfois un brin de folie pour faire les grandes choses. Donc il ose. Et moi, ce qui me marque dans ce reportage, il y a un marché. Parce que chaque jour, ça s'écoule. Ça veut dire qu'il y a un marché local qui est là. Il n'arrive même pas à satisfaire parce que comme vous avez vu avec la dame, elle n'a même pas eu, n'est-ce pas, sa quantité voulue du jour. Donc ça veut dire qu'il y a un marché qui est là. Et c'est vrai, il a pris un risque. Dans tous les cas, entreprendre, c'est risqué, hein, comme dirait l'autre. Donc il accepte de prendre ce risque. Mais aussi, il faut accepter de se faire violence par moment pour y arriver, parce que c'est vrai, on le disait en off, ça pullule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'élevage, tout le monde veut s'y mettre, tout et tout, mais quand on veut se lancer, c'est d'ailleurs valable pour tous les domaines, on ne va pas y aller sans se dire qu'il n'y a pas de risque. Autant on peut réussir, autant on peut perdre, mais la chose la plus importante, moi je pense que c'est la persévérance, et je pense que c'est quelqu'un qui savait où il partait. Moi c'est ce que je retiens, parce que quand vous l'entendez parler, il avait déjà ses prévisions, il savait où il partait, il avait foi, il n'est pas allé parce qu'il a vu quelqu'un faire, et donc il se lance aussi. Et puis à la fin, c'est au moins 100 personnes qui 100 emplois directs, c'est 1200 emplois indirects, c'est extraordinaire. C'est vraiment accompagné. La semaine dernière, on en parlait, vous vous souviendrez qu'on parlait de l'aviculture comme un espoir pour les pays comme le nôtre. L'élevage de façon générale, c'est un espoir pour des pays comme le nôtre. Si de temps en temps, on peut dire, il est un bel exemple, hein, si on peut dire aux gens, vous pouvez y aller et demain, vous serez quelqu'un comme il l'est aujourd'hui, là, c'est une SA. C'est quand même extraordinaire. Donc, pour une ferme, et vous voyez, il a toute la chaîne. Il a le point de distribution, il fabrique les aliments, et puis également, il a ses pondeuses, il a ses poules. Donc, il fait toute une économie à 100%. Évidemment. Voilà. Et puis on rassure toujours nos téléspectateurs que sur la question du secteur avicole, on aura le président de la filière pour venir dans le détail sur les enjeux notamment de ce secteur-là qui est très important pour l'économie burkinabé. Parce qu'avec lui, on a beaucoup plus parlé des aliments. Vous savez, quand on veut faire l'élevage aussi, notamment en matière d'aviculture, il y a ces aliments-là qu'il faut donner aux volailles. Évidemment, il s'est spécifié là-dedans. Voilà. Et c'est un bel exemple aussi. On va vous partager celui-là dans un autre numéro de JDS, Journal du dimanche au soir. Donc restez toujours devant votre petit écran chaque dimanche au soir. C'était la partie économie. J'annonçais en début d'émission qu'on allait parler de la maladie à coronavirus. J'ai mis 590 cas actifs au Burkina Faso. Les derniers chiffres font vraiment craindre. Et puis on se pose aussi beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce pic-là? Et des éléments de réponse à travers ce regard rétrospectif que nous permet Maxime Jean-Eudes de Bambara. À la date du 9 mars 2020. 9 mars 2020, le ministre de la Santé, entouré de ses collègues de la communication et de l'éducation nationale, annonce depuis le centre hospitalier de Tengrango les premiers cas de Covid-19 au Burkina Faso, après une fausse alerte quelques semaines plus tôt. Il s'agit d'un couple ayant séjourné en France et rentré au Burkina Faso depuis le 24 février, précise Claudine Louguet, sans plus sur l'identité du couple. Mais l'identité du couple Karambiri sera très vite dévoilée par les réseaux sociaux. Pour répondre à l'urgence, le Conseil des ministres, en sa séance du 11 mars, suspend jusqu'au 30 avril tout événement d'envergure sur l'étendue du territoire national en raison de la pandémie. La maladie gagne de plus en plus de terrain et oblige le gouvernement
droit à prendre des mesures restrictives de liberté. Des rendez-vous tels que la Semaine nationale de la culture, SNC et Miss Burkina feront les frais de cette décision. Les établissements d'enseignement sont fermés du 16 au 31 mars. Les syndicats mobilisés contre l'IUTS y voient une façon de les museler et appellent leurs militants à la mobilisation. Ces partenaires sociaux reviennent sur leurs décisions dans un communiqué signé le 15 mars et annoncent la suspension de leur manifestation prévue le 17 mars. Mais la grève de 120 heures est maintenue. Sur le terrain de la communication, les choses se mettent en place avec quelques insuffisances. Les 16 et 17 mars, le ministère de la Santé et l'ambassade de Chine au Burkina Faso se contredisent par médias interposés sur la gestion et la prise en charge des 59 passagers en provenance de la Chine. La maladie continue sa propagation et dans la nuit du 17 au 18 mars, le Burkina Faso enregistre son premier décès lié au Covid-19 selon le coordonnateur national de la riposte à la pandémie. Il s'agit d'une patiente de 62 ans qui souffrait de diabète. Le lendemain, soit le 19 mars, les autorités sanitaires annoncent les 4 premières guérisons, dont le couple Karambiri. Face au silence du gouvernement, les mouvements religieux prennent leurs responsabilités. Tour à tour, la conférence épiscopale Burkina-Niger, la Fédération des églises et missions évangéliques et la Fédération des associations islamiques du Burkina prennent la décision de suspendre les cultes religieux. Le 21 mars, alors que l'on enregistrait 75 cas confirmés et 4 décès dus au Covid-19, le président du Faso décide de prendre le devant de la riposte. Il annonce dans un discours télévisé une batterie de mesures pour freiner la propagation de la maladie. Un couvre-feu est instauré de 19h à 5h du matin sur l'ensemble du territoire national. Les frontières terrestres, aériennes et ferroviaires sont fermées excepté le fret et les vols militaires. Au niveau déconcentré, la mairie de Ouagadougou annonce le 24 mars la fermeture des grands marchés à compter du 26. Une décision qui sera étendue à la ville de Bobo-Dioulasso 4 jours plus tard. Le 26 mars, le gouvernement passe à une vitesse supérieure et annonce la mise en quarantaine de toutes les villes ayant enregistré au moins un cas de Covid-19 et repousse la réouverture des établissements d'enseignement au 14 avril. Le monde de la recherche se mobilise. Les autorités sanitaires révèlent la mise en place de 2 essais cliniques sur la chloroquine et l'apivirine. En réponse à l'appel du président du Faso, une chaîne de solidarité se met en place et plus d'1 milliard de francs CFA est mobilisé à travers les dons des personnes physiques et morales. Le 2 avril, dans un second discours à la nation, Rochmar Christian Kabouré annonce une batterie de mesures sociales, économiques et fiscales d'accompagnement et un plan de riposte sanitaire révisé pour un montant estimé à un peu plus de 300 milliards de francs CFA. À la date du 8 avril, le Burkina Faso compte 414 cas confirmés, 134 guérisons et 23 décès. Le gouvernement met en place 2 autres centres de dépistage en plus de celui de Bobo-Dioulasso. Avec la mobilisation de tous et les actions de sensibilisation, la maladie semble être maîtrisée, la courbe de l'évolution de la pandémie ayant considérablement baissé. Le gouvernement annonce la levée du couvre-feu le mercredi 3 juin. Le 23 juillet, le ministre porte-parole du gouvernement annonce l'ouverture des frontières aériennes pour le 1er août au Burkina Faso. Une décision du Conseil des ministres. Un dispositif est mis en place à l'aéroport pour veiller au respect des mesures barrières. Un peu plus tôt, le 5 mai, ce sont les transporteurs qui reprenaient du service. Une reprise autorisée également par le gouvernement, mais avec des conditions à respecter, notamment la réduction du nombre de passagers et le port obligatoire des masques de protection. À partir du mois de septembre, la question des élections prend les dessus et la lutte contre la pandémie semble être relayée au second plan. On note un relâchement dans le respect des mesures barrières. Le point de presse hebdomadaire du Chorus est devenu occasionnel. Et contre toute attente, le Chorus annonce après les élections du 22 novembre une recrudescence de la maladie. Le 26 novembre, le coordonnateur du comité sectoriel santé annonce que 15 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 9 à Ouagadougou, 2 à Dori et 4 à Gawa. Le point de l'évolution de la maladie à la date du 25 décembre fait état de 193 nouveaux cas, de 200 guérisons et de 0 décès.
1728 cas sont encore sous traitement. Depuis le 9 mars, date d'apparition de la maladie au Burkina Faso, le pays a enregistré 6134 cas confirmés, dont 2249 femmes et 3885 hommes. Le pays a atteint son chiffre record de cas de contamination en une journée le 23 décembre dernier, avec 293 personnes testées positives. Selon le diagnostic posé par le docteur Brice Bikaba, président du comité sectoriel santé, lors du dernier point de presse Covid, plusieurs hypothèses peuvent expliquer le rebond de la maladie au Burkina Faso. Il évoque notamment le facteur climatique, le non-respect des mesures de prévention et la porosité des frontières. Un beau reportage rétrospectif que nous proposait Jean de Bambara et qui devrait introduire un échange que nous devrions avoir avec un spécialiste du CORUS, entendez, Centre des opérations de riposte aux urgences sanitaires, qu'on a entendu en vain, on dira comme ça, mais pour lequel le contenu de l'échange se passera, et on l'espère, pour un prochain JDS. Ceci dit, vous avez vu une petite réaction avec ce qu'on a aujourd'hui, nouvelle souche de la maladie, vaccin qui arrive, qui n'arrive pas, on est un peu perdu. Et puis avec le 23, on a plus de 290 cas au Burkina, ça fait peur. Ouais. Moi, très souvent, le seul commentaire que je fais par rapport à cette maladie, je dis, respectons les mesures barrières du mieux que possible. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est bien, c'est bien. Et puis c'est d'ailleurs avec cette pensée-là qu'on va finir ce JDS. Merci David Nada d'être passé. Je vous ai arraché de vos congés. Non, pas de souci. C'est toujours un plaisir. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce journal du dimanche au soir. Ça a été un plaisir d'être des vôtres. Je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain.